Vous avez une question avant qu'on commence formellement Non, c'est bon. Ok. On peut partir. Alors, on lance tout ça, c'est parti. Alors, bonjour Jean-Marc Jancovici. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps pour parler de 5G et de sobriété numérique. Donc, vous êtes ingénieur consultant en énergie, vous avez une foule d'activités, enseignant, écrivain. Et vous avez notamment fondé le think tank The Shift Project qui tente de penser et de trouver des solutions pour décarboner nos sociétés, c'est-à-dire leur trouver un régime sans énergie fossile. Début 2020, vous avez signé aussi une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « La 5G est-elle vraiment utile ?» Donc première question, Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous vous diriez que vous êtes profondément anti-5G ou alors vous êtes plutôt de ceux qui souhaitent attendre afin de mieux étudier tous les effets de la 5G, que ce soit sur le plan sanitaire ou énergétique? Il y a un philosophe, je ne me rappelle plus lequel, qui a dit une fois « Tout ce que nous pouvons, nous le ferons ». Et on est avec la 5G un peu comme des gamins, c'est-à-dire que, en fait, d'une manière générale, on est avec le progrès technique un peu comme des gamins, c'est-à-dire que d'abord, on sait qu'on peut faire un gadget, on le fait, et puis ensuite, après coup, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on a eu raison de le faire? Est-ce que vraiment, on n'aurait pas pu faire autre chose? Ou est-ce que bon. Alors la 5G, pour moi, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on est parti dans une course au toujours plus. Donc on était capable de transmettre tel flux d'informations, on va en transmettre plus, on était capable d'avoir telle définition, on va en transmettre plus, etc. Et on ne se pose qu'après coup la question de savoir si c'est fondamental pour notre bonheur. Et alors cette question, elle peut paraître anecdotique dans un monde dans lequel on peut faire ça et d'autres choses en même temps. Donc dans un monde dans lequel l'univers de choix augmente, finalement faire ça et autre chose, pas très grave, les gens choisiront ce qu'ils préféreront, et ceux qui n'ont pas envie de 5G et qui préfèrent aller faire de la randonnée à Pau, et ben ils iront faire de la randonnée à Pau, et voilà, il n'y a pas de sujet. Mais malheureusement, le monde vers lequel on se dirige est un monde de contraintes. C'est-à-dire que c'est, pour prendre un parallèle monétaire, c'est un peu comme si vous devez gérer une entreprise, non pas avec de plus en plus, mais avec de moins en moins de clients. Comprenez bien que dans ce genre de contexte, pas très sympathique au demeurant, les choix que vous faites sont, alors là, pour le coup, cruciaux. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire essai-erreur 25 fois. Il faut vraiment bien choisir du premier coup. Et en fait, mon opinion sur la 5G, elle s'inscrit bien dans ce cadre-là. C'est-à-dire que je ne suis pas pro ou anti 5G, j'ai envie de dire, par philosophie. Je ne suis pas en train de dire bah, la technique est toujours bonne ou elle est toujours mauvaise, ou souvent c'est ces deux camps-là qu'on oppose. Moi, je suis en train de dire, dans un contexte qui est celui dans lequel nous sommes, qui est celui d'une course contre la montre à moyens limités, pour essayer de ne pas tous nous faire joyeusement sauter en l'air à 8 milliards sur la planète, est-ce que dans les priorités, le déploiement de la 5G fait partie des priorités? Et alors là, ma réponse est non. C'est à cette question-là que je réponds non. C'est la question de la consommation d'énergie finalement liée à la 5G qui pose problème. Mais... Parce que quand vous regardez ce qui est lié à la 5G, en fait, il y a une toute petite partie qui est la consommation d'énergie des terminaux qu'on va utiliser et des réseaux qu'on va utiliser, mais le gros de la consommation d'énergie est ailleurs. Il est dans la fabrication des smartphones et des écrans connectés de toutes sortes qu'on va utiliser avec la 5G. Il est dans la fabrication des objets connectés, parce que vous savez, la 5G, c'est le rêve des objets connectés, donc on va connecter votre trousse à maquillage, vos pantoufles et mon slip. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça? Pas complètement sûr. Bon. Donc fabriquer tout ça va également demander de l'énergie. Vous avez également les réseaux sur lesquels il va falloir investir, parce que le flux de données va devoir augmenter. La fabrication de ces composants demande de l'énergie. Et il va falloir mais là, les opérateurs, quand même, les opérateurs disent toujours oui, mais la 5G va consommer moins d'énergie, on va pouvoir transporter 3 fois plus de données que la 4G aujourd'hui avec le même niveau d'énergie. C'est l'éternel débat entre l'efficacité unitaire et la consommation globale. Si vous regardez les voitures, qui est un objet que beaucoup de nos téléspectateurs connaissent bien, enfin, ou les gens qui vont regarder connaissent bien, les voitures aujourd'hui sont plus efficaces par kilo de voiture. C'est-à-dire quand vous regardez une voiture qui pèse aujourd'hui 1,5 tonnes, la consommation par tonne de voiture est beaucoup plus basse que celle de la 2 chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire. Mais la consommation globale de la voiture n'a pas du tout baissé et le nombre global de voitures a considérablement augmenté. Donc on a à la fois gagné en consommation par kilo de voiture et considérablement augmenté la consommation du parc de voitures. Et bien avec le numérique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que en fait, les opérateurs vous font une réponse de jésuite, comme on dit de ce côté-ci du lac Léman. C'est-à-dire que la consommation globale du système, elle augmente et elle augmente même très très vite. Ce qu'on a trouvé au Shift Project quand on s'est penché sur la question il y a 2 ans, avec le premier rapport qu'on a sorti sur la question, c'est que les émissions, la consommation d'énergie, de l'ensemble du système digital mondial, qui comprend à la fois la fabrication, comme je le disais tout à l'heure, des ordinateurs, des serveurs, des smartphones, des écrans connectés de toute nature,
et la consommation électrique annuelle de ces dispositifs, eh bien, l'ensemble de tout ça, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2018, on va dire, c'est-à-dire l'équivalent de la flotte mondiale de camions. Et ça augmente de 10% par an quasiment, c'est-à-dire qu'en 5 ans, ça représentera l'équivalent de la flotte mondiale de voitures. Donc, quand les opérateurs télécoms vous disent oui, on est de plus en plus efficace, c'est un pieux mensonge. La vérité, c'est qu'ils sont plus efficaces par octet, mais que l'augmentation des octets qu'ils transportent et l'augmentation des appareils de toute nature pour gérer ces octets va beaucoup plus vite que l'efficacité unitaire. Ouais, effectivement, vous le disiez, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter. Aussi, les données mobiles ont explosé. Je crois que elles ont été multipliées par 40 depuis 2013. Comment vous comptez quand même convaincre ces jeunes qui utilisent à fond le streaming, la vidéo en ligne, finalement d'aller vers une certaine sobriété numérique? Vous-même qui avez 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube d'ailleurs. Alors, la manière dont on essaye dont on peut les convaincre, elle est de plusieurs natures. D'abord, il y a le premier élément de la sobriété numérique, c'est au moment où on achète des appareils. L'ordinateur que je suis en train d'utiliser pour vous parler, là, malheureusement, j'ai dû en racheter un parce que le précédent est tombé en panne, mais j'attends vraiment le dernier moment pour changer d'ordinateur. Le précédent avait réussi à durer 6 ans. On peut, du reste, essayer de faire en sorte que les ordinateurs soient plus modulaires et qu'on soit pas obligé de remplacer l'ordinateur parce qu'il y a juste un petit bout qui tombe en panne, ce qu'on fait trop souvent aujourd'hui. Donc il y a un aspect qui ne concerne pas les jeunes, il y a un aspect qui concerne l'industrie, mais au niveau du consommateur, il faut arriver à se faire une raison en essayant d'espacer le plus possible ses achats, c'est-à-dire en gros de remplacer un matériel quand il tombe en panne, et surtout de ne pas céder aux sirènes des opérateurs qui vous disent remplacez votre smartphone parce que vous y avez le droit, enfin parce que vous en avez le droit. Il faut essayer de prendre des appareils qui sont pas gros, c'est-à-dire de pas prendre trop de mémoire, de pas prendre des diagonales d'écran trop grandes, de prendre le plus petit. Bah oui, mais du coup vous aurez pas la vidéo du chat de la voisine en train d'essayer d'attraper une pelote. C'est pas très grave. Là aussi on y survit. Donc on a un vrai sujet et puis il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait. Donc moi j'ai envie de dire, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'ils font, en espérant que ça suscitera quand même l'envie de ne pas faire trop de bêtises trop vite. Et puis la responsabilité n'est pas que du côté du consommateur. Il est évident que les jeunes, quand ils ont 15 ans, enfin je veux dire, moi des enfants de 15 ans j'en ai eu, on considère pas que c'est des adultes terminés. Il y a des tas de domaines dans lesquels effectivement ils sont déjà capables d'avoir des raisonnements sophistiqués, puis il y a d'autres domaines dans lesquels quand on a 15 ans on n'est pas capable de voir la vie comme quand on a 40 ou même 30, et donc il y a des domaines dans lesquels il faut pas leur laisser la responsabilité à eux, il faut que la collectivité la prenne pour eux. C'est aux politiques finalement d'imposer aux entreprises, à l'économie, d'aller vers moins d'obsolescence programmée. Exactement. Et puis vous voyez, en France par exemple, le gouvernement est en train de distribuer des fréquences pour la 5G. La 5G va amener à envoyer sur des smartphones des appareils de cette taille-là, là. On va leur envoyer de la vidéo en très haute définition qui, en termes pratiques, ne changera strictement rien à la définition de l'image que je vais vraiment voir sur cet appareil, qui est de toute façon entre la haute, la ultra haute et la 4K, il fait pas la différence parce que l'écran est trop petit. Et on va pas se balader tous dans la rue avec des écrans qui font cette taille-là, quoi. Donc la 5G, pour avoir plus de haute définition sur un engin comme ça sert à rien. Juste à rien. Bon. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'augmenter les importations, parce que ça c'est pas fait en France, c'est pas fait en Suisse. Est-ce que c'est vraiment utile d'augmenter les importations, d'augmenter le pouvoir des GAFA, d'augmenter l'empreinte carbone pour un truc qui sert à rien? Je pense que la question, je veux dire, quand on répond non, je suis pas sûr qu'on soit complètement fou. Donc au final, si on veut avoir peut-être le plus d'impact, c'est plus sur les smartphones, les ordinateurs qu'on achète, que sur lutter contre le déploiement de la 5G et de ce flux d'échange de données. Ça dépend. À un moment, il faut s'occuper de tout. Quand on regarde un système, il a plein de composantes et donc on est obligé de s'occuper de toutes les composantes en même temps. On peut pas dire tout l'effort repose là, ou au contraire aucun effort ne repose là. C'est toujours imbriqué, quoi. Je veux dire, il y a un peu tout le monde et chacun doit faire sa part. Si on revient juste un peu sur l'aspect aussi plus sanitaire de la 5G qui est vraiment au cœur du débat, il y a beaucoup de craintes autour du déploiement de ces antennes 5G, mais est-ce que justement aussi peut-être le premier problème c'est pas le smartphone qui est dans notre poche qui émet je sais pas pas autant, mais qui émet pas mal de rayonnement et qui pose aussi question, mais là qu'on questionne pas depuis des années, alors que tout d'un coup ces antennes 5G posent un gros problème.
Alors là, on sort de mon domaine de compétences parce que je n'ai pas regardé, pour être très honnête, cet aspect-là de très près. Ce qui est sûr, c'est que le rayonnement électromagnétique, c'est quelque chose qui, quand il est trop intense, peut avoir des effets très négatifs sur les êtres vivants. Vous connaissez le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, c'est un rayonnement électromagnétique très violent que vous envoyez sur les aliments et ça les réchauffe. Voilà, donc vous doutez bien que si vous mettez votre cervelle ou votre chat dans votre cervelle, vous aurez du mal parce qu'il faut rentrer tout le corps dans le four à micro-ondes, c'est compliqué. Mais si vous mettez votre chat dans le four à micro-ondes, il va pas aimer, quoi. Bon. Alors donc les fréquences qu'on utilise sur les radiotéléphones normalement ne sont pas du tout à la même intensité et normalement l'appareil il est quand même pas conçu pour vous cueillir. Après ça dépend probablement des degrés d'exposition, donc là je suis totalement incompétent pour vous répondre, il faut poser la question à des médecins. D'accord. Mais sur la question des fréquences aussi sur laquelle la 5G va reposer, c'est aussi des nouvelles fréquences par rapport à la 4G, des fréquences qui sont plus hautes, des ondes millimétriques aussi. Est-ce que là, vous pouvez nous expliquer peut-être en 2 mots, qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces ondes 5G, que celles de la 4G ou d'autres? Alors, plus les ondes sont plus elles sont à courte longueur d'onde, plus elles ont tendance à être, entre guillemets, énergétiques. Elles pénètrent plus facilement. Voilà, c'est ça la différence. Mais je le redis, pour savoir exactement quels pourraient être les effets sanitaires, c'est pas moi, il faut demander à un médecin. Si on revient du coup sur notre consommation énergétique et son impact sur le climat, en 2009, vous écriviez un livre qui s'intitulait « C'est maintenant 3 ans pour sauver le monde ». Là, on est 11 ans plus tard, c'est raté? Eh ben oui, pour partie. C'est-à-dire que les 1,5 degrés de l'accord de Paris, on les a déjà franchis, virtuellement. C'est-à-dire que la quantité de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère nous garantit que, même en rajoutant rien d'autre, il suffit d'attendre et on aura les 1,5 degrés. Et les 2 degrés, on va pour ne pas dépasser les 2 degrés, il faudrait que quasiment, allez, je ne sais pas exactement quel âge vous avez, mais d'ici à ce que vous ayez mon âge, il faudrait que les émissions planétaires soient divisées par 3. Ça veut dire moins 5% par an, ça veut dire un Covid supplémentaire tous les ans. Voilà ce qu'il faudrait pour tenir les 2 degrés. Pas complètement sûr qu'on va les tenir. Donc oui, c'est trop tard. C'est trop tard pour éviter déjà de très grosses claques. À 2 degrés, par exemple, quasiment tous les coraux sont morts. À 3,5 à 4 degrés, l'été 2003 devient la norme. C'est-à-dire qu'un été sur 2 est plus chaud. À ce moment-là, vous avez des régions équatoriales dans lesquelles plus de 100 jours par an, vous ne pouvez pas sortir dehors parce que les conditions extérieures sont mortelles. Il fait trop chaud et trop humide. Vous ne pouvez pas transpirer, pas évaporer d'eau. Toujours dans ces eaux-là, la totalité des forêts françaises sont inflammables, et celles du Valais aussi, du reste, sont inflammables comme l'arrière-pays méditerranéen. Enfin, oui, et rien qu'à 2 degrés. Donc même si on agit maintenant, on se dirige vers ça. Oui, même si on commence à agir très fortement maintenant, de toute façon, les 2 degrés, on va les passer. Donc oui, quand on expliquait 3 ans, c'était pas évidemment 3 ans pour que le problème se termine. C'était 3 ans pour commencer à infléchir les choses de la bonne manière. Et on l'a pas fait. Votre prochain livre, lui, ce sera une version BD, j'ai vu, avec le dessinateur Christophe Blain. Pourquoi vous avez choisi ce médium? Est-ce que vous nous dites 2 mots de ça pour conclure? Alors, c'est pas moi qui ai choisi le médium, c'est le médium qui m'a choisi. Il se trouve que j'ai rencontré Christophe Blain par l'intermédiaire de son frère, avec qui j'avais des discussions professionnelles, puis qui m'a dit un jour, tiens, au fait, j'ai un frère qui fait de la BD et qui serait intéressé par discuter. Alors, bien volontiers, je vais aller. En fait, j'ai découvert que c'était le Christophe Blain, dont je connaissais bien sûr le travail. Et puis il m'a dit, j'ai très envie de faire une BD là-dessus. J'ai dit, moi je suis ravi, avec plaisir. Voilà. Donc du coup, on pourra apprendre en bande dessinée. Oui, le but du jeu. Exactement. Donc le but du jeu, ça sera d'apprendre quelques. Aller vers une société moins carbone. Alors c'est déjà comprendre dans quelle société on vit et comprendre le rôle de l'énergie dans notre société et comprendre effectivement quelques rudiments sur le changement climatique. Tout ça de façon illustrée, pédagogique et on l'espère assez souvent drôle.
Magnifique, on se réjouit de vous lire sous forme dessinée. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici pour votre temps et à bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.